Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast pour les leaders de la transformation. On est cette semaine à Mulhouse, au salon BE 5.0, Industrie du futur, chez nos cousins alsaciens. J'ai la chance de rencontrer Frank Vermette de l'application Appster, qui est un kiosque en fait à l'événement. Ne manquez pas ce podcast parce que dans l'épisode, vous allez rencontrer un personnage qui a travaillé en Sibérie, aux États-Unis, en France, un peu partout à travers la planète, même qui a visité le Japon avec des connaissances incroyables en excellence opérationnelle. L'application sert à faire un transfert de connaissances basé sur des aptitudes cognitives, sur de l'observation. Je vais laisser en parler, mais ne soyez pas gênés. Venez écouter cet épisode. Je crois qu'elle est importante pour votre réussite d'entreprise. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Bienvenue sur le podcast, Frank. Bonjour Benoît. Comment ça va? Super bien. Ben, Frank, avant de se lancer, là, j'aimerais ça peut-être que tu t'introduises à la communauté des manufactures au Québec, de se dire, c'est d'où tu viens, Frank? Comment ça que tu as quelqu'un qui travaille pour toi à Montréal, ta technologie? Commence par le début. T'es natif de où, Frank? Alors, je suis un Parisien près du Sacré-Cœur. Un vrai Parisien. Là. Un vrai Parisien quand il n'en existe plus. Et j'ai un diplôme d'ingénieur en géologie. En géologie. C'est pas tout à fait l'industrie, c'est un peu le début quand même, parce qu'il y a le mot ingénieur. Ouais. Mais quand je suis sorti de l'école, j'ai passé 2 ans en Sibérie nord-est, dans les anciens goulags. Qu'est-ce que tu faisais là-bas avec les Cosaques et toute la gang? Eh ben, j'étais dans une usine métallurgique de traitement de minerais d'or et d'antimoine. Ton rôle là-bas, c'était? Ingénieur process, on va dire. OK. Fait que tu as aidé à mettre en place une usine ou à optimiser une usine là-bas? Optimiser. Il y avait une usine existante qui extrayait avec des rendements pas super. Et la magie de la géologie qui a pas de frontières, il se trouve qu'il y avait un procédé en France, dans le centre de la France, sur un minerai qui était exactement le même qu'en Sibérie, sur lequel la société pour laquelle je travaillais avait mis au point un procédé d'extraction super efficace qu'on a copié-collé là-haut. OK. Fait que c'était une croissance en termes d'entreprise. C'était dans un vecteur de croissance. Frank, parle-nous donc un peu de ta technologie Appster. Puis même, on a eu la chance de discuter plus tôt là, ensemble. Puis ce que tu me disais, c'est qu'en fait, oui, il y a la technologie, mais en arrière de ça, il y a une expertise, il y a 30 ans de métier d'exploration. Puis on va prendre le temps même de rentrer où tu as fait ce parcours-là. Mais c'est quoi Appster? Peut-être une introduction, là. Alors, Appster, c'est une solution complète de transmission de savoir-faire. Wow. C'est pas un outil digital. Il y a plusieurs piliers dans cette solution. Il y a un côté, c'est une solution hybride. Okay. On fait le meilleur de l'humain et le meilleur du digital qu'on met ensemble pour faire. Tu sais, c'est un peu la mode du cyber-physique là. Ouais. Comment on fait le meilleur de la machine, de l'IA, pour mieux aider l'humain à être plus performant et notamment en production. Puis comment tu as fait pour arriver à tu sais, je veux dire, tu as été un employé pendant longtemps, tu as été un gestionnaire en amélioration continue. Comment tu es arrivé à cette conclusion-là de Appster? Alors effectivement, j'étais gestionnaire de production, j'ai monté une usine de pompe à pétrole en Sibérie, j'ai été patron d'usine à Houston, à Paris. OK, tu as été aussi aux États-Unis travailler, là. Eh oui, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Belle expérience, par contre. Oui. Ouais. Voir que les gens sont partout les mêmes, ils ont tous les mêmes problèmes vis-à-vis de la production. Et comment on les aide à résoudre ça, ben ça c'était ma deuxième vie. Excellence opérationnelle, amélioration continue. Si tu regardes dans les différents dispositifs, tu as ce qui consiste à réparer le passé, tout ce qui est résolution de problèmes. Là, les méthodes japonaises ou les méthodes américaines qui vont se confronter, mais sur le fond, c'est tout simplement la méthode scientifique, hein, comment on va chercher des faits pour bien comprendre ce qui se passe. Et puis faire comme disait Einstein, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à le comprendre et 5 minutes pour le résoudre. Donc ça, c'est sur le passé, ce qui s'est pas bien passé. Éviter qu'il se reproduise, le tuer une bonne fois pour toutes. Et puis tu as les méthodes qui consistent à se projeter sur améliorer les choses, améliorer les méthodes. Et là, c'est plutôt le lean, on va dire. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec le présent ? Le présent, c'est comment on capte les bonnes pratiques d'aujourd'hui et on les transmet pour que tout le monde travaille mieux. Ça, c'est dans les têtes et les mains des experts. Et comment on copie-colle ce qu'il y a chez un expert vers un nouveau, ce qu'il y a vers un autre expert pour faire 1 + 1 égale 3 des 2 experts et qu'on améliore le standard pour faciliter la vie de tout le monde, ce qui va du coup améliorer la performance. Ouais. Tu sais, souvent, là, nous, je vais parler pour le Québec, là. Tu sais, on a appris en génie industriel les temps Mohs. C'était comme l'évaluation des temps.
Aujourd'hui, on veut tout digitaliser, là, les Gemba, les DMS, les dashboards. Là. On est rendu avec des machines connectées, puis là, on va chercher les certains KPI qu'on a besoin. Tantôt, tu as fait une allusion avec l'armée où tu as dit la méthodologie qu'on utilise, nous, c'est simple, c'est une technologie d'après Deuxième Guerre mondiale qui, aujourd'hui, est encore valide, mais on a réussi à l'hybrider ou la digitaliser. Là, mais peut-être me ramener là, parce que ce serait intéressant de comprendre d'où ça vient, ce savoir-faire-là en arrière d'Apster. Là. Ouais. Ce qui est super intéressant, c'est de voir que la méthode de base qu'on utilise, le TWI, Training Within Industry, quelque chose qui a été développé il y a 80 ans, sous la pression du besoin de production aux États-Unis, où les hommes étaient venus faire la guerre pour nous aider en Europe. Ils avaient été remplacés par des populations qui n'avaient pas de formation industrielle, principalement des femmes. Ouais. Et donc, il fallait leur apprendre à fabriquer super rapidement. Et sous cette pression, les Américains, ils ont tout simplement découvert comment fonctionnait le corps humain pour transmettre des bonnes pratiques d'une personne à une autre. Ouais. Et ça, en dépit de l'automatisation, le corps, toi et moi, on est fait à peu près pareil. Et ça marche toujours. Ouais. Donc, c'est vraiment le cœur de Apster. Ouais. Et derrière, on a utilisé, comme tout le monde, les moyens modernes de la technologie. Tout le monde a un téléphone pour prendre des photos, des vidéos. Et puis, on a utilisé un petit peu d'IA. Mais ça, c'est pour faire encore mieux marcher quelque chose qui marchait déjà très bien. C'est comment on transmet efficacement d'une personne à une autre pour apprendre à bien travailler, tout simplement. Tu sais, en termes de cas pratiques, est-ce que présentement, il y a des entreprises, soit en France, soit internationales, pour vous, l'international, c'est en dehors de la France, mais pour moi, la France, c'est l'international pour moi. Mais quel type d'entreprise utilise présentement vos services et la technologie Apster? Alors, en fait, comme ça vise à identifier les meilleures pratiques, les savoir-faire, les passer d'une personne à une autre. C'est une méthode qui est complètement universelle. Donc on travaille aujourd'hui dans l'aéronautique aussi bien que dans l'énergie, le nucléaire, la pharmacie. Okay. Et puis ça dépend pas de l'endroit où on est. On travaille alors effectivement en France, en Afrique du Nord, en Suisse, en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, au Mexique et au Canada maintenant. OK. Puis, tu as quelqu'un au Canada, je pense, qui travaille avec toi, là. Oui, Philippe est notre représentant là-bas. OK. Qui est un ancien d'Aéro Montréal pour les gens faire des liens, là. Exactement. Ouais. Et donc, voilà, il a des bons contacts, des bonnes relations. Et de nouveau, les problèmes sont complètement systémiques, les mêmes partout. Comment on infuse des bonnes pratiques d'une personne à une autre. Ça marche bien sûr puisque nous on est des anciens industriels. On a commencé entre guillemets avec le facile physique de terrain, mais aujourd'hui on a démontré, on a prouvé, on a essayé, testé dans des environnements d'ingénierie, d'industrialisation, dans des environnements, tu vois, c'est super marrant. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec notre avocat d'affaires qui dit moi dans quelques années je suis avec des associés, on va partir et ceux qui sont après nous, là, on se demande comment ils vont faire vivre la société parce qu'on a plein de réflexes, de trucs et astuces pour écrire un contrat et c'est pas formalisé, c'est pas documenté. Appster peut aider le back-office à... Exactement. Ah oui? Eh oui. Ah, OK. Là, ça veut dire même nous, des firmes de services conseil, on pourrait utiliser la tech dans nos propres opérations là, de soumission. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais par réflexe? Tu te dis, mais c'est tellement évident. Moi, je repasse à travers toutes les soumissions de mon équipe. Exactement. Toutes les soumissions. Si toi, tu sais faire mieux que d'autres, il y a moyen d'infuser ton savoir-faire. Je ne sais pas mieux faire, mais je vois les situations conflictuelles ou les enjeux à travers. Des fois, là, ce qui n'est pas écrit n'est pas clair. La zone grise, je la vois souvent, la zone grise, puis je suis capable de lever la main et dire hey, ça, c'est une zone grise. Ouais. J'ai appris à lire les contrats à la dure, là, à travers les années, puis ça, c'est normal. Là. Chaque entrepreneur, je pense qu'il le vit au moins une fois. Mais intéressant, ça veut dire n'importe quelle entreprise au Québec qui a une difficulté. En fait, c'est drôle parce que tu sais, la littératie en transformation numérique, il y a plein de gens qui ont parlé des objets connectés, du BI, de l'intelligence décisionnelle et tout. Je suis d'accord avec tout ça. Mais la réalité, quand on regarde, mettons, autant le Japon que l'Allemagne, que les Américains ou même la Chine, hein, ils disent que la réduction de dépendance envers les individus est le plus gros gain de la transformation numérique réelle, tu sais, mesurable. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, c'est tout l'intangible, tu es en train de le rendre concret pour créer une passation de qualité envers une information, une méthode de travail, autant physique que mentale, c'est ce que je comprends. Exactement. En fait, tu vois, tes activités, tu fais deux choses. Tu as des choses que tu fais qui sont séquentielles. Tu fais étape 1, étape 2, étape 3. Oui.
Bon, ben ça peut relever de la procédure, mais dans ta procédure, tu vas dire, je mets un boulon sur un écrou, ça n'importe qui va y arriver. Mais bien le serrer, bah, peut-être qu'il y a du geste, et là, il va falloir qu'on crée un contenu avec toute notre solution. Et puis après, il y a d'autres choses que tu fais. Quand il y a des problèmes, toi, tu identifies déjà qu'il y a un problème avec tes sens. Soit tu le vois avec tes yeux, soit tu le sens avec tes doigts. Et là, bah, s'il y a un problème, il y a des activités en parallèle. Tu dois aller sur le chemin à gauche ou à droite parce que c'est rouge ou parce que c'est vert. Et là, bah, c'est un schéma de décision. Donc, dans un cas, tu as une espèce d'arbre de savoir-faire pour la séquence. Et puis, dans un autre cas, tu as un arbre de décision. Ouais. Mais c'est ça qui se passe dans ta tête. Et sur le physique, sur l'humain, bah, qu'est-ce qui se passe? Ta tête, une fois qu'elle aura décidé, elle va donner une commande à tes nerfs qui vont actionner tes muscles. Et puis, tes sens, ils vont vérifier que ça s'est bien passé. Et si ça s'est pas bien passé, ça va remonter à ton cerveau qui va ajuster un petit peu. Et c'est une boucle de contrôle si on veut faire les automaticiens. C'est qu'en fait, ce que je comprends, c'est qu'au-delà du processus standard, tu es capable d'ajouter des tâches cognitives à travers ton application. Complètement. C'est ça. Complètement. Mais ce qui est super beau, c'est que c'est basé sur l'humain et que à la fin, c'est encore l'humain qui gagne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si tu prends 3 experts, ils font pas exactement tout pareil, mais ils arrivent au même résultat. Et ça, la machine, elle va avoir du mal à apprendre 3 chemins différents pour arriver à la même chose. Elle devrait trouver le meilleur des 3, non? Alors, elle devrait, et elle va pouvoir. Okay. Mais sinon, tu peux, si tu veux être plus efficace, gagner du temps, tu vas mettre les 3 experts ensemble et ils vont arriver à se mettre d'accord. Et ça, tu vas pouvoir faire apprendre la machine beaucoup plus facilement à partir de la meilleure des meilleures pratiques. J'allais dire, ça dépend. Si tu mets un Américain avec un Canadien et un Français ensemble, pas sûr qu'ils vont arriver tous à la même conclusion des fois. Hey, ben non, c'est vrai, parce que c'est le Français qui a raison. C'est sûr qu'il va mordre le morceau. Puis le Québécois va vouloir juste que ça s'arrête. Il veut plus s'ostiner. Mais dans la réalité, tu travailles au Québec, tu as travaillé en France beaucoup, tu es natif même d'ici. Tu as travaillé en Russie, tu as travaillé aux États-Unis. C'est quoi la différence dans tous ces pays-là, sans tout rentrer dans le détail, mais c'est quoi les gros gaps peut-être d'adopteurs en termes de technologie ou même dans juste la pratique d'amélioration continue? Est-ce que tu as des vécus ou des histoires qui fait OK, ouais, il y a vraiment un gap? Tu sais, comme moi, la première fois que je suis venu travailler en France en 2009, c'était dans le groupe Bonduel. J'ai fait un méchant saut, là. Tu sais, la hiérarchie, c'était pesant, là. J'en revenais pas. J'allais parler avec le directeur général. Puis les gens, quand je sortais, ils disaient, hey, puis est-ce que tu repars au Québec? Non, je suis allé prendre un café avec. Puis même, les 3 premières minutes, c'est ça, moi, j'ai un grand gabarit, tu sais, un 6 pieds 2, peut-être à 2,15 livres dans ce temps-là. Vous autres, c'est en kilos, là, 100 kilos, exemple. Mais tu sais, je donnais la confiance, puis là, tout d'un coup, je créais une relation, puis je me rendais compte que j'étais le seul qui allait dîner avec le directeur général. Les autres, là, ils mangeaient pas, là, tu sais, moi, je donnais la tape aux employés, mais tu sais, au Québec, j'ai grandi comme ça, puis je suis allé aux États-Unis dernièrement, un peu le même concept, mais beaucoup moins de temps à discuter, tu sais. Mais qu'est-ce que tu as vécu, tu sais, la Russie, moi, j'ai jamais travaillé là-bas, j'ai jamais mis un pied même là-bas, mais qu'est-ce qui est des plus gros clashs que tu as vécu, c'est quoi, hein? Je vais te dire un secret. En Russie, les gens, ils ont 2 bras et 2 jambes. Ouais. Donc finalement, quand tu parles avec un opérateur, tout le monde est fait pareil. Ils veulent arriver le matin, repartir le soir en bonne condition physique et faire un bon job. Ça, c'est les Russes? Ça, c'est la base sur le terrain. Après, les chefs, suivant leur niveau d'éducation, suivant d'où ils viennent, effectivement, ça peut dégénérer un petit peu. Je ne veux pas faire d'analogie avec la politique qu'il y a ces temps-ci. Ouais. Non, mais c'est culturel. Ce que tu as vécu, c'est un ressenti. On ne peut pas généraliser. Mais non. Mais à la fin, les gens, ils veulent tous faire un bon travail. Donc, quand je vais quelque part, j'essaie de briser la glace le plus vite possible. Les aventures que tu peux rencontrer, c'est les différences culturelles. Par exemple, aux États-Unis, les gens, tout de suite, ils vont se donner les moyens d'y arriver. Ouais. Tu vois, en France, il arrive vite. Hein? On veut y aller, quoi. En France, d'abord, on dit non, on réfléchit, et puis peut-être à la fin, on va dire oui. Si, tu vois, un truc tout bête, de nos jours, tout le monde a un téléphone, un smartphone. Ben, aux États-Unis, les gens, ils veulent travailler, donc tu leur dis, tiens, il y a une nouvelle app. Donc, ils vont sortir leur smartphone pour travailler. En France, c'est, ah oui, mais c'est mon truc personnel. Tu vois? Ouais, je comprends très bien. Bon, après, partout, les gens, ils veulent... Ça leur tient à cœur de passer 8 heures ou 10 heures par jour sur un poste de travail dans les meilleures conditions possibles. Et tu as des aventures humaines qui sont toujours poignantes là, sur notre sujet, qui est la transmission de savoir-faire. Tu vois, tu rencontres des fois j'ai une personne en tête, là, Martine, 64 ans, je parle souvent de cette personne, à quelques mois de la retraite.
Je vais la voir et puis elle était hyper frustrée. Elle coud des parachutes et elle s'est mise à pleurer devant moi. Tu sais, des gens de cet âge-là. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans des Mais usines. tu te dis, mais les gens de la rue, ils pensent qu'une usine, c'est des gens en bleu de travail et puis c'est des machines, mais il y a pas de cœur, il y a pas d'humain là-dedans. Ouais. Mais quand tu t'arrives ce genre de choses là, c'est poignant. Et elle, pourquoi ? Parce que elle avait pas réussi à transmettre à quelqu'un d'autre. Et là, on a réussi à la libérer de cette tâche. En fait, tu vois, j'ai l'habitude de dire, quand tu meurs physiquement, tu vois pas que tu es mort. Mais quand tu pars en retraite, c'est ta deuxième vie, ta vie professionnelle qui meurt. Et là, tu deviens un fantôme qui voit que cette vie-là, elle est en train de mourir et des fois, il n'y a rien derrière qui reprend cette vie et ça déchire les gens. Et ça, c'est un peu un paroxysme du côté humain de l'industrie où on pourrait penser que c'est que des machines, mais non. Et ça, tu vois ça dans tous les pays, des gens qui veulent aller jusqu'au bout, faire toujours mieux, faire toujours bien. C'est l'essence de l'amélioration continue, c'est pas d'apprendre des mots japonais, c'est pas d'apprendre à se servir de logiciels sophistiqués, c'est apprendre à se servir des boyaux de la tête et puis toujours mieux les faire bouillir pour mieux faire et avoir la fierté d'être connu, de partager avec les autres pour toujours mieux faire, quoi. Hey, avant de passer aux prochaines sections, j'ai des sections là, prédéfinies quand même. Là. Je vais t'en compter un clash, puis tu vas peut-être pouvoir l'avoir vécu toi aussi. Là. En 2011, j'ai allé travailler à Strahlen en Allemagne. Puis c'était seulement un diagnostic de 4 semaines. Là. Puis, tu sais, quand je demandais des papiers en France, là, des fois, là, ça prenait une semaine avant d'avoir un retour. Puis la personne, elle me répondait « Pourquoi tu veux, mettons, l'organigramme? » C'était une semaine. Là, j'attendais, tu sais, mettons, j'étais au Québec, je savais que je m'en venais dans une semaine. Puis là, j'envoyais un courriel à mon client. À l'époque, les courriels, c'était quasiment le seul outil de gestion qu'on avait. Là, tu sais, il n'y avait pas tant de système EDI ou de commandes ou de demandes avec des portails en ligne. Puis la personne, tu sais, pourquoi? Quand je suis allé à Strahlen, j'ai reçu une documentation, là, l'organigramme, les fonctions, les rôles et responsabilités définis. Tu sais, peut-être que je généralise, j'en ai pas vu 50 usines en Allemagne où j'ai collaboré de travail, je n'ai visité, là, mais vu. Mais le niveau de structure, de préparation, le niveau n'était pas le même du tout. Puis au Québec, t'aurais eu un papier, pas fini, puis tu l'aurais donné. Tu sais, voici ce que j'ai, ça aurait été dessiné, mais tu sais, il n'y aurait pas eu cet aspect-là. Mais en tout cas, je ne sais pas si tu as vécu ce type de situation-là où peut-être la France a changé à travers le temps, puis c'est très isolé, là, mais non, on est quand même pas mal perfection. en administration. On a ça de commun avec la Russie, peut-être, Ouais. où il y a beaucoup de papiers à remplir. Après, tu n'as pas 50 solutions. Soit tu passes ton temps à les remplir, Ouais. soit tu travailles et puis tu te débrouilles pour pas être trop embêté avec les papiers. Tu sais, en France, si on fait une loi, pourquoi on fait une loi ? Parce qu'on sait déjà comment la contourner. C'est un peu ça. Hey, je t'amène à deuxième. On a un petit foyer. Nous, on réchauffe la planète entière, le Canada, parce qu'on a les ressources, on a encore la volonté, tu sais, d'améliorer le climat environnemental. Je pense qu'on éduque notre nouvelle génération à être quand même vert, tu sais, puis vous le faites. En fait, on suit l'Europe, là, en passant. Là, vous êtes quand même précurseurs aussi là-dedans. C'est plus facile pour nous parce qu'il y a beaucoup moins de gens au kilomètre carré. Là. On met des bûches pour réchauffer un foyer. Puis, comment tu t'alimentes, toi? C'est quoi les bûches que tu mets à l'intérieur de toi pour... Tu sais, tu as quand même une certaine expérience. Là, tu te lances en mode... Je sais pas si tu es en start-up ou tu es en commercialisation en ce moment. Tu as toute cette énergie-là. Tu es dans des salons comme Amulos. Comment tu t'alimentes, toi? Effectivement, ça part de l'énergie. Moi, je veux pas faire comme on dit en français, de la psychologie à 2 balles. Ouais. Mais mon profil de personnalité, c'est que je tire mon énergie des autres. Ah, qui était comme moi. Donc, Ouais. je vais interagir avec les gens, ils me racontent plein d'histoires, je leur en raconte d'autres, et c'est ça qui me nourrit. Ouais. Et quoi de mieux qu'un un terrain de production pour échanger des histoires, ouais. parce que c'est pas juste tu regardes les gens dans les yeux et c'est des bouches qui s'échangent des mots, il y a des choses physiques qui sont passionnantes, des objets techniques vieux ou jeunes qui excitent tes cellules grises. Là, les gens sont passionnés, soit à te montrer des problèmes, soit à te montrer des solutions qu'ils ont trouvées. Et ça, c'est absolument génial. Moi, effectivement, je lance une start-up là, et le plus gros risque, c'est que je devienne chef. Je suis le CEO, mais si je deviens chef et que je reste dans mon bureau juste à faire des négociations ou des papiers ou des trucs comme ça, je vais avoir cette énorme frustration de plus parler avec des vrais gens. Les vrais gens, c'est les opérateurs, c'est les chefs aussi, parce que j'ai été dans leurs chaussures. Moi, je dis souvent quand je vais voir dans une usine, je dis, c'est quoi ta taille de chaussure ?
Bon, moi, je fais du 41 en taille européenne et souvent, ils font du 43. J'ai des petits pieds. Mais j'ai été dans leurs chaussures avant. Et très rapidement, je comprends leurs problèmes. Et je sais à quel point c'est difficile d'être directeur industriel. Directeur industriel, c'est très addictif. Ah, puis C'est une drogue. Ouais. Je l'ai fait longtemps. Mais en même temps, tu es un punching ball. C'est-à-dire, tu prends des claques de tes chefs. Le client, il n'est pas content. Tes gens, ils sont pas contents. Tes fournisseurs, ils sont pas contents. Et si tout le monde est content, c'est que tu vas pas assez vite. Donc c'est assez vicieux, c'est vraiment du masochisme. J'ai vécu le poste de superviseur, contrôleur, excuse-moi, de production, planificateur même des ateliers, tu sais, des grandes usines de 35 employés. Puis honnêtement, si je m'impliquais dans toujours, j'avais encore plus de travail. Si Mais là, oui. je faisais mon travail en 3 heures, puis je déléguais, puis que je faisais juste comme 3 runs le moins possible, genre des petits gambas, là, j'achetais du temps pour ma journée, tu sais, puis je ne pouvais pas vivre dans cette situation-là. Tu sais, c'était pas moi, là, tu sais, mais c'est un effort. Il faut qu'il y ait le feu tout le temps. Tu me parlais du feu tout à l'heure. Ouais. Le feu, et ça peut être dangereux pour ta santé. Hein. Enfin, moi, ça a été dangereux pour ma santé. Parce qu'à chaque fois, c'est tellement addictif. Tu sais, il te manque ta drogue de la crise, La gestion du feu. de quelque chose qui est pas quelqu'un qui est pas content, de trouver une solution et tout ça. C'est extrêmement grisant. Mais en même temps, faut savoir prendre du recul. Et finalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'être en mode de fonction support, en excellence opérationnelle, et puis maintenant monter ma boîte où finalement on revient à l'énergie, je prends énormément de plaisir à aider les gens à se faciliter la vie tout seul ou en équipe, mais en tout cas sur leurs opérations à eux. Et quand tu sais, moi, mon salaire, c'est quand je discute avec quelqu'un, je lui pose des questions, et que la personne, avec la question que tu lui as posée, elle trouve par elle-même une solution à son problème qu'elle a depuis longtemps. Elle a l'œil qui brille. Ça, c'est un vrai salaire. Ouais. Ah, puis c'est comme quand tu donnes une formation, ce que tu aimes, tu sais, exemple, là, devant une salle, c'est que tu veux des illuminations. Là. Tu veux des gens qui te donnent des exemples concrets de comment il va améliorer la situation. Quand il est déjà dans l'action, tu sais, il y a la technologie, là, je capture l'information puis je prends action. Mais ceux qui prennent action dans une formation, tu as eu ta paye. Là, Exactement. C'est vraiment intéressant. Et tu ne peux pas les arrêter. Non, c'est ça. C'est parti. Es-tu un joueur de tennis ou un cycliste? Ou tu sais, les Français, d'habitude, c'est des sports assez volleyball, handball. Quel sport t'as fait, au plus jeune? Ou, moi, c'était handball. Toi, t'es un joueur d'handball. Puis ça m'a surpris. Dans les premières années que je suis venu en France, dans les journaux, tu sais, pendant le Super Bowl, ça parlait du handball. Là, tu sais, OK, je vais m'adapter. Ou le cricket en Irlande. Ouais. Mais on va jouer au handball ensemble, puis on est dans un terrain extérieur. Puis là, à un moment donné, je trouve une baguette à terre, puis c'est une baguette magique. Okay? Puis moi, je suis quelqu'un de tellement généreux que je me dis, j'ai pas besoin d'un vœu, je vais la donner à Frank. Qu'est-ce que tu fais avec Appstar pour les prochaines années avec cette baguette-là? T'amènes ça où, Appstar? Sans nous dévoiler tous tes secrets professionnels ou industriels ou technologiques, mais c'est quoi le biag là, de ça? Hein? Le biag de ça, c'est d'être le chat GPT du geste. Ah oui, hein? Le chat GPT du geste. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est le savoir, la connaissance, l'intelligence de la tête. Ouais. Nous, notre ambition, c'est de transmettre le patrimoine humain, vivant, les collections de savoir-faire. Tu sais, il y a des collections de modes. Ouais. Il va y avoir de plus en plus de modes de nouveaux métiers. Ouais. Tu vois? En fait, tu vas inventer, au lieu du LLM, ça va être le LGM, Learning Gesture Model. Tu l'as-tu déjà dit ou ça? Pas encore, mais merci pour ça. Non, mais c'est... Puis même, j'essayais, pendant que tu parlais, de trouver un comparatif que j'ai déjà vu dans l'industrie, j'en vois pas. Tu sais, il y a des caméras pour la passation de produits, pour de la conformité, de la qualité, mais pour des gestes répétitifs ou des façons de faire, honnêtement... Mais tu sais pourquoi? Parce que quand on travaille, mon père, il était cuisinier. En cuisine, nous, on est entouré de chimie et de physique. Tu vois? Et quand tu travailles, tu utilises tes sens. Eh ben, on est quand même vachement bien fabriqué en tant qu'humain. Tu as des sens pour le au contact, des sens pour le sans contact. Pour la chimie sans contact, ça s'appelle l'odorat. Pour la chimie au contact, c'est le goût. Ouais. Pour la physique sans contact, c'est la vue et l'ouïe. Et pour la physique au contact, c'est le toucher. En production, principalement, tu vas utiliser la physique sans contact, la vue, et la physique au contact, le toucher.
Et est-ce que tu sais ce qu'on sait mesurer ou évaluer avec ces sens-là? Moi, je savais pas il y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on sait évaluer avec ces sens-là? Ouais, mesurer. Mais là, tu sais, là, je te vole le punch que tantôt, je t'ai entendu discuter. Il y a la température, Avec le il y a toucher. la vibration, Ouais. il y a la force, La pression. la pression, il y a la douleur aussi, je pense que tu as parlé. Ouais. Et puis Ça, la j'ai localisation, la tout, hein. proprioception. La proprioception. Puis, il y en a-tu un autre? Ou? Il y avait la vibration, la texture. La texture, c'est ça? Voilà. Sur ça, j'ai demandé à mon ami ChatGPT de m'expliquer ce qu'on mesurait avec le sens du toucher. J'ai demandé aussi ce qu'on mesurait avec les sens de la vue. Tu mesures la distance, la forme, la taille, la clarté, couleur ouais. et le mouvement. Et ben, une fois que tu as compris ça, alors j'ai compris parce que je me suis fait aider, mais en fait, ça peut énormément aider quand tu as un opérateur qui te dit regarde là, c'est rugueux. Est-ce qu'il regarde avec ses yeux, la surface, ou avec son doigt? Ça dépend s'il est aveugle, mais non, c'est pas vrai. C'est une blague. Une mauvaise blague. Non, mais tu vois, ouais. c'est des choses, le gars ou la fille, hein, Ouais. ils savent plus comment ils font après des années. Ben, on va les aider à expliciter cet implicite-là. Et petit à petit, tous ces gestes unitaires, la vision d'Apster, c'est de les identifier, de les reconstituer et dans quelques années, être capable de faire de l'intelligence artificielle générative. Tu imagines demain, toi Benoît, tu veux devenir soudeur de coquelicots sur la Lune. Hey, t'es le deuxième qui me parle de la Lune aujourd'hui, vas-y. Eh ben, tu vas venir me voir, Ouais. tu vas me dire, Franck, je veux devenir soudeur de coquelicots sur la Lune. Alors, je vais te trouver des modules comme des tutos pour devenir soudeur, des modules pour devenir jardinier de coquelicots, et puis j'aurais discuté avec un astronaute avec qui j'aurais fait des modules pour savoir vivre ou travailler sur un environnement lunaire. Ça, avec ça, tu vas apprendre la théorie. Et puis j'aurai un soudeur qui pourra te valider ta pratique, et puis j'aurai un jardinier qui pourra te valider ta pratique, et puis j'aurai un astronaute qui validera que tu sais bien faire les gestes pour... Sois bien préparé, en fait. Voilà, et que tu auras ton permis de conducteur, de soudeur de coquelicots sur la Lune. Ça, voilà, c'est ça la baguette magique d'Apster. C'est la baguette magique. Hey, j'aime ça des gens comme toi qui ont beaucoup d'expérience. Là. Y a-tu déjà un conseil que tu as reçu dans le passé que tu t'as appliqué ou t'as appris qui a changé quand même ta façon de voir le travail ou ta façon d'être en fait là, au travail? Est-ce qu'il y a un conseil sinon que toi tu donnerais que tu n'as jamais eu dans le passé mais tu aurais aimé avoir plus jeune? Ou, tu sais, là, je t'en envoie, je sais que c'est sur le fait, je t'ai pas préparé à ça, mais tu sais, des fois, il y en a qui ont Si c'était préparé, ce serait pas non, sympa. Mais y a-tu quoi que tu te rappelles ou que tu as eu comme conseil en début de carrière ou que tu as appliqué toute ta vie? Ou? Il y en a un, comme je parle à des Québécois que je vais te donner, Allez, vas-y donc. c'est de pas être français. C'est de pas être français. C'est Ouais. de pas trop réfléchir et d'y aller. C'est de Ouais. tester, c'est de poursuivre ses rêves. Tu sais, moi aujourd'hui, je monte une start-up. Ouais. Et j'ai l'habitude de dire que je vis un rêve que je savais pas que je vivais, que je rêvais. J'ai fait 30 ans d'industrie dans plein de secteurs, dans plein de pays, dans des grosses sociétés. J'ai eu la chance, le privilège, mais après, tu sais, c'est l'œuf et la poule. J'ai toujours un peu fait ce que je voulais, même dans des grosses sociétés. Alors des fois, ça plaisait pas forcément. Mais en fait, je suis toujours allé de l'avant parce que je pensais, mon cœur me disait où il fallait aller. Puis après, ma tête, elle suivait. Puis des fois, il faut rationaliser. Tu fais pas n'importe quoi, bien sûr. Tu as toujours des objectifs. Mais je me disais, il faut que j'essaye ça, il faut que je teste, il faut que j'aille dans cette direction. Et puis je me suis pris des murs et puis je me suis fait mal. Mais dès que je me relevais, je courais plus vite dans une autre direction. Et aujourd'hui, je le fais dans la société que moi j'ai faite avec quelque chose dont je rêve depuis des années, qui est de faciliter la vie des gens sur leur travail, quoi. Tu sais, en t'écoutant parler, là, j'ai le goût de te dire, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tu veux te dédoubler, tu veux transférer ta connaissance, puis tu veux être capable de la donner à travers une application. Ça se peut-tu? Ou ton métier, en fait, c'est un métier qui s'apprend avec l'expérience, avec le travail, avec l'effort, avec les situations aussi, tu sais, conflictuelles que tu as vues ou les histoires. Puis j'ai l'impression qu'à travers le métier des gens, ce que toi, tu es capable d'observer, ton rêve, c'est de le transmettre à tout le monde. C'est ça, j'ai compris. Le but d'Apster, c'est-tu de transférer toute ta carrière, en fait? Ça se peut-tu? Alors, il y a de ça. C'est marrant que tu mentionnes ça. J'ai écrit un petit livre il y a quelques années qui s'appelle Adaptive Production Systems, disponible sur Amazon en français et en anglais. C'est d'ailleurs l'origine du nom Hapster.
Le H, c'est Human Adaptive Production Systems. Et effectivement, le but, c'était de ne pas écrire un livre comme des universitaires qui faisaient des centaines de pages. Parce que comme moi, j'étais directeur d'usine, je ne savais pas lire et je n'avais pas le temps de lire. Donc ça fait 80 pages, juste les basiques de mon retour d'expérience que j'ai mis là-dedans. Et effectivement, dans ce qu'on fait chez Hapster, c'est ça qu'on veut faire. Et puis, il faut qu'on soit quand même les premiers à montrer l'exemple on arrive à transmettre ce qu'on a appris. C'est quand même l'essence de ce qu'on veut faire. Et la deuxième remarque qui est amusante, c'est que c'est une question qu'on me pose souvent. Franck, tu montes une boîte là, mais avec tout ce que tu sais, comment tu vas faire pour te copier-coller? Parce que tu vas pas y arriver tout seul et tout le monde a besoin de ce que tu fais là. Donc effectivement, on y travaille tous les jours parce qu'on est, comme tu disais justement tout à l'heure, pour l'instant, j'ai pas vu de solution comme la nôtre. Non. Alors, je suis pas là pour vendre des savonnettes électroniques. Je suis là pour aider les gens. Non, mais le produit va évoluer selon les besoins du client aussi. Bien sûr, on a du feedback tous les jours, hyper intéressant. On essaye de le rendre le plus convivial, universel possible. Et encore une fois, c'est créer de la valeur pour les clients qui est important. Et les aider à faciliter la vie de leurs employés, qui va faciliter leur performance, c'est-à-dire la qualité, productivité. Je vais jouer à l'inspecteur de police. As-tu déjà rencontré un inspecteur de police dans une situation dans ta vie ou non? Tu n'as pas besoin de nous expliquer la situation. Je vais te l'expliquer en 2 mots. OK, je vais te poser la question après d'avoir vas-y donc. Il y a 3 mois, j'ai été en détention provisoire. La première fois de ma vie. Le 3 mois? Ouais. OK, vas-y donc. Je suis allé en Angleterre avec ma carte d'identité française et depuis que la Grande-Bretagne n'est plus en Europe, il faut un passeport. Ah, puis tu ne savais pas. Eh ben, non. mais tu t'es rendu avec le tunnel de la Manche ou en avion? Non, en avion. Mais ils t'ont laissé prendre l'avion sans ton passeport, mais ils te l'ont demandé. Le Français, il était cool. Il m'a dit, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, ça va peut-être pas passer. Il te l'avait dit. Ben, j'étais déjà passé. De toute façon, mon billet était perdu. J'étais parti. Voilà. Voilà, encore une fois, j'ai tenté ma chance. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver? Test and learn. Et je suis arrivé. Le gars, il m'a fait mariner pendant 20 minutes, voir si je m'énervais. Après, il est revenu. Il m'a dit, it's your lucky day. Et je suis passé. Ah ouais. Eh bien, avant de poser la question, je veux juste un commentaire. Tu sais, je voyage quand même souvent dans une année, là. Puis cette année, je suis allé dans 6 pays, puis à toutes les fois, j'ai fait la file comme tout le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé dernièrement en France. C'est rendu qu'il y a une ligne pour, mettons, les passeports français. Oui. Il y a une ligne pour européens, excuse-moi. Il y a une ligne pour les passeports britanniques et nous autres, Canadiens. Puis y en a-tu un autre là-dedans? Non, je pense que c'est ça. Puis après, tu as les autres. Fait que là, il y avait une file immense. Tu sais, moi, je suis dans un transfert, puis je voulais travailler. Puis là, je regardais les passeports, je me suis dit, il n'y a pas de file. Puis je fais partie comme de la file, elle était plus petite que la file même européenne. Là, j'étais comme, aïe, aïe. Tu sais, je me sentais bienvenu à la maison. Mais c'est vrai, c'est... Hey, la question de l'inspecteur de police, est-ce qu'il y a quelque chose, Frank, qu'on devrait savoir qu'on ne sait pas sur Hapster ou sur Frank aujourd'hui? Une question que j'aurais dû te poser, que je ne t'ai pas posée. Tu sais, tu sais, s'il y a quelque chose qu'on devrait savoir, là, c'est là. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite, effectivement. Oui? Mais je vais pas souvent voir la police, c'était la première fois cette année. Peut-être une réponse un peu banale, mais c'est qu'on ne se rend pas compte l'effort que ça prend de monter une start-up et on dit ouais, c'est génial ce que tu fais, tout ça. C'est juste le résultat de 20 ans à se poser des questions tous les jours sur qu'est-ce que c'est la production, comment moi, directeur industriel, comment moi, patron d'OPEX, je peux faciliter... Patron d'OPEX, c'est la première fois que je l'entends, ça va continuer, c'est bon. Patron d'OPEX, des dépenses. Vice President Excellence Operational. Dans l'aéronautique, c'est un peu ça. Vice-président Excellence Opérationnelle. Ce qui est un peu un oxymore, parce que comment tu peux être patron d'un job de curé? Pour moi, quand tu fais de l'excellence opérationnelle, tu dois convaincre les gens, tu dois être convaincu toi, et tu dois les convaincre. Donc, si tu es chef, ça marche pas, quoi. Ouais. Et donc, on se rend pas compte que c'est le résultat, c'est peut-être ça le secret derrière, c'est que ça fait 20 ans que je me pose des questions, et pas tout seul. J'ai mon mentor, qui est l'expert mondial de la méthode qu'on a utilisée, qui est hyper curieux, qui est un historien du manufacturing. Et puis j'ai plein de copains maintenant qui sont des gourous du lean, pas pour me vanter comme un French arrogant bastard, un fab, j'aime bien dire,
mais parce que je suis passionné par ça. Ça demande de la passion, ça demande du questionnement, ça demande d'aller vers les gens. C'est peut-être ça le secret derrière Appster. Si on avait la chance d'animer un podcast avec un troisième joueur, les deux ensemble, là, on assis n'importe qui ici et n'importe où dans le monde, c'est-tu ton mentor, t'assirais là, ou il y aurait une autre personne même que tu voudrais qu'on questionne? Ou on choisit ton mentor? Ouais, juste par respect pour lui. Puis- Un jour, il m'a fait le meilleur cadeau qu'on puisse me faire. Il m'a dit Franck, je sens ton souffle chaud dans mon cou, tu vas me dépasser. Ah oui? Et moi, je fais du mentorat maintenant parce que ma mission, c'est aussi de transmettre, comme tu disais tout à l'heure. Et le but, c'est pas de toujours rester le meilleur. C'est que tu apprennes aux autres à devenir meilleurs que toi, ce qui est vraiment l'essence de l'amélioration continue. Je te le partager, puis ça doit faire 30 fois à 100 épisodes, j'en parle. Là. Moi, j'ai André Roy, qui est un ancien, tu sais, justement, qui un peu... il est allé chercher la méthode Toyota à une certaine époque là, au Québec, dans la fin des années 90. Puis c'est lui qui était au ministère de l'Économie en charge de l'excellence opérationnelle avec son équipe. Il était plein de joueurs. Puis moi, je l'ai rencontré plus tard dans ma carrière. C'est un des premiers qui m'a donné une chance de travailler avec des subventions gouvernementales comme expert, exemple. Là, puis il me donnait des formations par le ministère, mais pour l'industrie. Puis il m'avait dit, tu sais, Benoît, seuls ceux qui sortent s'en sortent. Puis, tu sais, honnêtement, aujourd'hui, on est rendu comme 20 ans plus tard, 20 ans plus tard. Puis, tu sais, on est rendu avec un podcast partout, on se promène. Mais, tu sais, c'est honnêtement, à chaque fois que je sors, que je rencontre des gens comme toi, je suis convaincu qu'on va se recôtoyer parce que ça crée une dynamique, c'est de la mutualisation. Puis, ton expérience, je ne l'ai pas. Par contre, je comprends à quoi ton expérience peut servir pour mes clients. Fait que, tu sais, en réalité, le jumelage est tellement facile, mais si je n'étais pas sorti, je ne t'aurais pas rencontré, Frank. Avant de se laisser, comment les gens au Québec qui ont un intérêt envers ta solution ou à rencontrer l'expertise que vous avez, ils ont des enjeux, en fait. Les gens qui veulent te rencontrer, c'est des gens qui ont des enjeux de transfert de connaissances. Peut-être moins technique, mais plus de gestes, de répétition, de savoir-faire, tu sais, des métiers qui ne s'apprend pas dans les livres, là, on s'entend, là, peut-être. Mais comment ils te rejoignent? Est-ce qu'ils rejoignent ton collègue à Québec ou ils vont sur ton site Appster, on va l'écrire, mais c'est HAPSTER, le site web? .io, .io, fait que HAPSTER.io. Tout simplement un courriel, un appel, puis les gens vont pouvoir rentrer en contact avec toi. Et après, il y a quelque chose peut-être que j'ai pas bien expliqué, c'est que en fait, nous, on est un catalyseur de business, mais moi, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'ai été très longtemps mon client d'aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Et moi, en tant que directeur industriel, à la limite, ça m'intéressait pas de savoir que les gens ils étaient bien formés ou qu'on transmettait bien le savoir-faire. Moi, au quotidien, j'avais des problèmes de qualité, de productivité, de pas assez de capacité. En premier lieu, je m'occupais de la sécurité de mon personnel. C'est ça que je veux voir avec mon client. Il va me dire, moi, je suis emmerdé sur ce sujet-là. Et pourquoi ? Parce que dans 80% des cas, les gens, ils savent pas bien faire le job. Et c'est là qu'on va tirer le besoin de bien transmettre le savoir-faire, parce qu'il y a des gens qui savent super bien faire. Comment on arrive à capitaliser ça et à le transmettre à tout le monde ? C'est vraiment le point de départ. Et c'est pas pousser de la transmission, c'est tirer des objectifs opérationnels qui est important. Et là, je parle le même langage que ces gens. Tu sais, ton père était cuisinier. Moi, je sais pas si ça se dit, mais je suis merdique en cuisine. Puis quand j'essaie d'appliquer une recette, ça ne fonctionne pas. Tu sais, ça ne fonctionne pas. J'ai peut-être pas la passion, mais en même temps, c'est le savoir-faire, c'est le transfert. Tu sais, mais en tout cas, c'est pas une comparaison. Là, je me suis juste... Hey, Frank, merci d'être venu sur la chaise bleue. J'espère qu'on va se recroiser dans un événement, soit au Québec ou un peu partout sur la planète. Pour les gens, ils vont pouvoir rentrer en contact avec toi. Tout simplement, merci. J'espère qu'on va se recroiser. C'était un grand plaisir. Merci d'abord à toi. Je te laisse relancer dans ton kiosque à Mulhouse, le BE 5.0. À très bientôt. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.